à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Sophie Chauveau aujourd'hui et j'en suis très heureux, très honoré. Sophie Chauveau est un écrivain qui a publié de multiples livres dans différents domaines. Beaucoup de ces livres ont eu beaucoup de succès et quand on les ouvre, on comprend pourquoi. Des ouvrages qui portent à la fois sur la peinture, l'histoire de la peinture, des biographies romancées et aussi des biographies romancées, c'est un peu réducteur. On reviendra un petit peu peut-être Des là-dessus. romans biographiques, Des ils disent romans, aussi, voilà, des romans ils disent ce qu'ils biographiques. veulent. Bon. Des essais aussi. Son premier ouvrage, euh, en fait, est comme un essai, C'est un on essai, pourrait le dire. C'est un essai claquant qui a eu beaucoup de succès claquant. aussi. Euh, on y reviendra. Et puis des romans que certains d'entre vous ont lus, comme Noces de charbon ou La fabrique des pervers, dont on reparlera. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Sophie. Alors, on va commencer. On a plein de questions à te poser. Allez-y. Mon panorama est à la fois large, un peu maladroit. Alors, où se situe, où mettre la focale, où se situe l'unité et comment est-ce que tu passes d'un livre à l'autre? Voilà, quel est ton fil directeur et comment tu écris? Comme tous les écrivains, ce qui me tient, c'est l'écriture. On se tient qu'à l'écriture, c'est-à-dire au style, c'est-à-dire à la langue qui doit être celle du livre. C'est-à-dire, bon, je ne pense pas utiliser exactement la même langue dans La fabrique des pervers ou dans Manet, mais il y a une constante qui est ce qui alimente l'écriture et la musique de la langue, c'est le sujet. Ça se tricote, c'est-à-dire le sujet implique sa langue et la langue implique de le traiter de telle ou telle façon. Donc moi, je ne suis attachée qu'à l'écriture. Le sujet, ça peut changer, on s'en fiche, c'est l'écriture qui compte. D'accord. Bon, le sujet peut changer, mais il y a quand même beaucoup de biographies, Ah ben ça, c'est d'écrivains parce que je et suis de... facilement amoureuse. Je tombe amoureuse en général d'un génie, parce que c'est beaucoup plus facile, vous entendez. Et je tire sur le fil et il y a tout qui vient. Parce que, en fait, je me suis posé une question. C'est pas parce que j'aime les biographies ou les génies seulement. C'est comment on devient Diderot. Comment un petit garçon de 7-8 ans, semblable à tous les autres petits garçons, bon, il est né à Langres, c'est pas de sa faute et c'est très triste, mais voilà, un jour, il se dit, je vais aller à Paris, je vais devenir Voltaire ou Montesquieu. Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour avoir cette pensée-là? Il veut être célèbre. Au début, il ne veut pas écrire, hein, il veut faire n'importe quoi pour être célèbre. Bon, les efforts qu'il va faire, mais Picasso c'est pareil, enfin je veux dire, à peu près tout le monde, ils vont développer un talent, un don, un génie possiblement, mais il y a toujours un moment où entre l'enfance, petite enfance, et l'arrivée à l'âge adulte, c'est-à-dire la fin de l'adolescence où ça se dessine parce qu'il faut prendre des décisions, parce qu'il faut bouffer, parce qu'il faut prouver à ses parents qu'on n'est pas des incapables. Enfin, il y a plein de raisons. On a été déterminé par quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais le chercher. D'où la biographie prise très tôt. Parce que j'ai remarqué que les universitaires, les grands savants, ils prennent les gens quand ils deviennent connus. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ils deviennent connus. Donc, voilà. D'accord. Mais C'est clair? oui, c'est très clair, je crois, hein. Mais il y a quand même donc cet aspect de roman. Donc il y a de la fiction. Comment tu arrives à te dépêtrer? C'est une question basique, mais vraiment quand on te lit, on se demande comment tu arrives à mêler la fiction, la littérature véritablement avec les faits. Pourquoi tu décides de commencer par tel ou tel mouvement, action de Diderot dans ton Ça, c'est de la incipit? littérature. Pourquoi? Ça, c'est la littérature. Ça, c'est profondément comment se fabrique, comment tu construis un roman, comment le romanesque s'articule. Je me souviens qu'il était très, très important pour moi, quand j'écrivais Léonard de Vinci, que ça commence dans le noir, en prison. Je trouve que c'était intéressant pour un type qui a sans doute plus de pigments dans les yeux que nous tous ici réunis, parce qu'il voit mieux. Il soit dans le noir. Je trouvais ça amusant. Alors, c'est très romanesque, ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité, il a été en prison, donc de toute façon, pour répondre précisément à ta question, les gens comme Sonia Delaunay ou Picasso qui sont les plus récents, c'est-à-dire les plus contemporains que j'ai écrits, il y a beaucoup de livres sur eux, donc j'essaye de lire les essentiels, à peu près tout ce que je peux. Je me nourris pendant une bonne année, je mange, j'assimile. Quand c'est Lippi, qui est né en début du Quattrocento, c'est plus difficile parce que c'est très peu documenté. Donc tout ce qui lui est arrivé,
Je l'ai lu, je l'ai digéré, je l'ai remis dans le livre. Et puis j'ai inventé. Des fois, il faut remplir 10 ans. Hein. Comment on fait? On prend l'histoire à ce moment-là, l'histoire du lieu où il se trouve. Et là, tu vois que Florence est encore en terre battue. C'est assez intéressant que ça soit en terre battue, Florence. C'est des éléments du romanesque. Tu as besoin de faire torturer ton héros. Tu vas voir quelles sont les tortures à la mode. Et je le dis exprès parce qu'à Florence, on vient d'importer comment ça s'appelle? Quand on vous pend en haut d'un mât. Oh, merci. Oui, il y a un tableau. Oui, c'est très célèbre. Bon, voilà, on vient de l'importer à Florence à partir du campanile. On jette les gens. Et ça s'arrête à 20 cm du sol. Mais l'idée qu'un peintre soit attaché par les mains, et jeté comme ça, et qu'il risque de perdre son outil de travail, c'est-à-dire ses mains, moi, je trouve ça romanesquement intéressant. Personne ne peut me dire que ça n'est pas ce qu'on lui a fait comme torture. Il a été torturé, je le sais. Je le sais parce que j'ai les notes de police, les registres de la police. Mais on ne sait pas. C'est l'estrapade, le nom que je cherche. Exact. La torture de l'estrapade. Il a été estrapadé, dit-on, comme Savonarole. Enfin, c'est l'époque où on estrapade. C'est chic. Bon, je ne vais pas me priver de faire estrapader mon héros, même si j'en sais rien. Alors, j'invente du probable. J'invente quelque chose qui, quand j'ai besoin d'inventer, parce qu'il faut boucher des trous, qui est réaliste par rapport à l'histoire du coin où ça se passe. D'accord. Tu as répondu ? Très bien. Oui, tu as très bien répondu. Mais du coup, dernière question là-dessus. Ça, cette question-là qu'on va se poser comme lecteur, ou que peut-être un critique peut se poser, la compatibilité ou l'articulation des faits historiques et de la littérature, est-ce que c'est une question que quand tu vas écrire, tu te poses vraiment ou... Alors, je me la pose avant, quand je construis le livre, savoir si c'est crédible, si ça a une justesse par rapport à l'époque, par rapport à ses contemporains aussi, parce que évidemment, ils ne sont pas tout seuls. On n'est jamais seul. Et on prend la Renaissance, mais on prend les Lumières, c'est pareil. Ils inventent collectivement. Ils sont tous en train d'inventer. J'ai un principe de déception avec Vinci, parce que je dis toujours, et c'est vrai, qu'il n'a rien inventé, pas même les machines qu'on lui prête. C'est juste que ces carnets, on les a retrouvés. On n'a pas retrouvé les carnets des autres. Mais si quelqu'un vous raconte une histoire drôle et que vous la racontez à des copains, le lendemain, ils la raconteront sans savoir que ça vient de moi. Vous allez la raconter sans citer vos sources, ce qui est normal, hein, c'est une histoire drôle, c'est fait pour ça. Et les humanistes de la Renaissance, ils ont tous fait les mêmes croquis sur les mêmes sujets. Il fallait inventer la bombarde, il fallait inventer un truc qui vole, un truc qui va sous l'eau. Ils ont tous travaillé là-dessus. Pas plus Vinci que les autres. Pas plus Vinci que les autres. D'accord. Alors, c'est l'une des questions. Tu vas tomber ? Non, pas encore. Alors, comment vous choisissez ces différents génies, héros On voit qu'il y a peut-être une fibre italienne. Pas que. Les peintres. Alors, ce que vous ne savez pas, parce que... Ah oui, on a cette... C'est normal. cette virgule, D'accord. Ça va s'arrêter. C'est que j'ai commencé avec l'autobiographie d'Hélène de Troyes, la fameuse Belle Hélène. Et donc là, j'étais carrément dans la fable, puisque Hélène est née d'un œuf de cygne. Bon, auquel on croit pas beaucoup. Mais c'est intéressant parce que ça donne toute la mythologie. Donc moi, ça m'a passionné de revisiter ça. Et là, je me sens en très grande liberté, puisque c'est des grands romanciers qui ont inventé la mythologie. Moi, je suis toujours jalouse des tirages des auteurs de la Bible, hein, c'est formidable. Après, on prend un pli qui consiste à tomber amoureux, parce qu'il faut vraiment que le type ou la nana avec qui je vais passer 3 ans quand même, c'est beaucoup, 3 ans de ma vie, c'est 10-12 heures par jour, c'est tous les jours, c'est une vie avec eux, soit sympathique. Alors, il aime ses amis. J'ai des constantes, j'ai remarqué, ils aimaient les animaux, ils aiment les copains. J'ai des trucs qui sont très importants dans ma vie. Il faut que je me reconnaisse, m'identifie un peu avec eux. Je ne savais pas au début, hein, c'est venu à force. Puis il y en a que je vais prendre en grippe en cours d'écriture. Ça, c'est très dur. Qui ça, par exemple ? Un peu Vinci, un peu compliqué Vinci, parce qu'il a aimé personne. Et c'est des gens qui aiment vraiment personne, c'est dur à pratiquer tous les jours. Et beaucoup Picasso. Alors, j'allais t'en parler. J'allais t'en parler parce qu'en t'écoutant parler de Vinci, je me disais que celui avec qui tu t'es un peu fâché, tu t'es fâché avec tous ces aficionados, c'est peut-être Picasso. Oui, mais moi, je suis amoureuse toujours. Hein, tu vois, tu me mets devant un tableau de Picasso, je peux me mettre à trembler d'émotion, tellement c'est magnifique et extraordinaire. Enfin, c'est
inouï. Voilà, on n'a jamais fait une peinture pareille, on n'en refera sans doute jamais. Il a inventé le XXe siècle. Tous les peintres, d'Occident comme d'Orient, lui doivent quelque chose, vraiment. C'est très important. Puis pas seulement les peintres, les artistes aussi. Bref, grand artiste, gigantesque. Je continue d'être bouleversée par son travail. Et au fur et à mesure que je suis rentrée dans son intimité, je l'ai haï. Il bat ses femmes, il les viole, il maltraite ses enfants. C'est un mauvais ami, mais un mauvais ami épouvantable. C'est-à-dire, il laisse crever Mac Jacob. Enfin, il ne se tient pas bien avec ses amis. Donc, pas le sens de l'amitié, pas le sens de la paternité, pas d'amour, maltraitance. Maltraitance, il serait comme Stein aujourd'hui, il serait en prison. Quand même une féministe pas tentée. C'est très très mal vécu de passer 2 ans et demi, 3 ans avec lui, quoi. À la fin, je le haïssais, oui. J'étais surtout schizophrène parce que je continuais d'être bouleversée par son travail, donc c'est compliqué. Mais alors justement, parce que donc c'est le Minotaure, hein, que tu as écrit, qui a eu un grand retentissement quand même, et qui fait que des spécialistes de Picasso ne te pardonnent pas quand même certaines choses. J'étais interdite de vente dans les musées Picasso, tous les musées Picasso qui appartiennent à la famille, ils sont tous un peu à la famille. Donc ils ont interdit de vendre le livre qui est sorti en 2 tomes quand il est sorti en édition librairie. Mais ils sont un peu cons parce qu'en poche ils l'ont mis, ils ont oublié que c'était moi. C'est des commerçants, hein, voilà. Alors, on va peut-être faire la transition avec un livre spécifique dont on voudrait parler, c'est La Fabrique des pervers. Oui, ça tombe après Picasso, c'est normal. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire une présentation rapide de ce livre? Puis après, je sais que on a des questions Alors, une précises. présentation rapide de ce livre. Oui, ça peut. J'ai écrit Noces de charbon, qui est une histoire où je paye une dette au charbon, en votre nom à tous, hein, parce que si la France est ce qu'elle est, c'est grâce au charbon au XIXe siècle. Nous sommes les héritiers de cette industrialisation due au charbon, que ce soit les cheminots, que ce soit tout ça, on doit tout au charbon. Et j'ai la chance, j'ai pas la chance parce on est né où on est né, je suis un pur produit de la lutte des classes. J'ai un arrière-grand-père qui est directeur des houillères du Nord, Pas-de-Calais, et un arrière-grand-père qui meurt à 30 ans de la silicose, c'est le cancer des mineurs qui sont tout au fond. Voilà, donc je suis un bébé de ça, bébé d'une époque où il y a encore du charbon. Le charbon va mourir pendant que je grandis. C'est-à-dire qu'en mai 68, je vais aller voir ma grand-mère, la fille du mineur, je vais lui dire « On va fermer les mines, c'est formidable !» Je prends une gifle. Elle me dit « Mais c'est l'aristocratie du prolétariat, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. » Ah bon, moi, j'étais contente, je lui faisais un petit cadeau. Bon, pas raté. Mais le charbon, j'ai joué avec de l'anthracite et des boulets quand j'étais petite. J'aimais ça beaucoup. Et ça a donné une famille riche qui devient très pauvre, une famille pauvre qui devient un peu riche, parce que l'échelle sociale, ça bouge comme ça avec le charbon. Ça a été un laminoir extraordinaire, le charbon. Les gens qui en vivaient en sont morts, pauvres, et les gens qui s'en sont enfuis se sont parfois arrangés autrement. Voilà, donc je suis ce produit-là, et j'apprends... Alors, je rends hommage à ces familles d'origine charbonnière et je parle des autres, parce que nos parents, ils ont toujours 2 parents, donc 2 familles, ça fait 4 familles, puis 8 si on prend les arrière-grands-parents. Donc, ça fait plein de familles que je traite comme ça légèrement et lointainement, parce que je m'en fous un peu. Je veux juste traiter le charbon. Et là, je reçois une lettre ou un mail de quelqu'un que je ne connais pas, qui se trouve être une cousine pas très éloignée. 2 générations, c'est peu, en fait. Qui me dit bonjour, je suis machin, est-ce que nous avons la même arrière-grand-tante? Je dis oui. Chic, une nouvelle cousine, dis-je bêtement. Et là-dessus, elle me dit, alors attends, la conversation est intéressante parce que c'est 4 échanges. Et en 4 échanges, tout est dit. Elle me dit, alors attends, je ne me souviens plus comment ça commence. C'est le début de la fabrique des pervers. C'est absolument le début de la fabrique. La cousine qui me téléphone, enfin que je rappelle, je vois son mail, je l'appelle, je dis bonjour cousine, toi. Assez comment ça s'appelle? Prime sautière, une nouvelle cousine, c'est chic. Et elle me dit, est-ce que vous voyez encore vos parents? Et je dis, par chance, ma mère est morte, je ne vois plus mon père. Elle me dit, moi non plus, le mien m'a violée de 4 à 14 ans. Et je dis, bienvenue au club. Et on découvre, elle passe un week-end à la maison, on fait l'arbre généalogique de notre famille et on découvre que sur 4 générations, les hommes sont tous des prédateurs sexuels qui ont abusé de leurs filles, de leurs fils, de leurs sœurs, de leurs belles-sœurs. Donc, c'est une espèce comme ça, d'impunité absolue. Alors, ce n'est pas le début de la fabrique, parce que le début de la fabrique, c'est la ménagerie.
Et je pense que c'est la ménagerie qui donne l'impunité. Voilà, pour moi, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça que je suis remontée jusque-là. C'est la ménagerie, donc la guerre de 70, le siège, les Parisiens meurent de faim et on va abattre les animaux. Et c'est un ancêtre qui est le fondateur de cette lignée de prédateurs qui fait ça. Et moi, je l'avais déjà rencontré, mais je ne savais pas que c'était un ancêtre à moi parce qu'il est dans Manet. Parce qu'on a la guerre de 70 dans Manet. Et donc, j'avais trouvé que c'était... Il y a Victor Hugo qui écrit « L'éléphant a pleuré, on a tué son mari ce matin ». Enfin, il y a des morceaux d'anthologie littéraire autour de cet épisode où les riches parisiens vont aller se goberger en bouffant du singe ou de l'éléphant quand même. Hein. Oui, il faut expliquer. La guerre de 70, le siège de Paris, il n'y a plus à bouffer, ils ont fini les rats, les chats, les chiens. On garde quelques vaches pour avoir un peu de lait pour les nouveau-nés et un peu de viande pour les vieillards. Et c'est tout. Paris est fermé, il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort. Gambetta s'en va en ballon dirigeable. Il n'y a plus rien. Et donc, il y a ce petit épicier qui me sert d'ancêtre qui va aller assassiner des animaux au jardin des plantes. Il y a une ménagerie. Et les débiter avec un copain boucher en beefsteak. Et ça va apprendre les prix du marché noir. Ces gens vont devenir milliardaires. Et ils vont tuer toute la ménagerie, presque. Et pour moi, qui est un peu lu Freud, c'est ça, le chef de la horde, celui qui donne l'impulsion à toute sa famille d'une totale impunité. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de la famille, on ne nous fera pas de mal, on est riche. Donc je suis partie de là. D'accord, très bien. Alors Romain, tu as des questions, je crois. Mais il y a quelqu'un aussi là-bas. Ah, alors on va passer le micro à Luigi, puis après Romain. Il était prêt, Romain. C'est pas bien. Romain était prêt, mais Luigi est très bavard. Alors, j'aurais une question. Puisque dans votre livre, vous parlez de cette transmission, Oui. de cette transmission du fait que les actes se répètent, que les hommes de cette famille soient justement sur plusieurs générations des prédateurs. Est-ce que vous êtes finalement abouti à une idée qui... Est-ce que vous avez finalement trouvé un moyen de solutionner ce genre d'acte, de faire que ça ne se reproduise pas? Oui, l'écriture. L'écriture. À la fin de ce livre que j'ai fait lire à mes filles, c'est le seul livre dont j'ai demandé l'imprimature à mes enfants, elles m'ont dit, il faut que tu fasses une lettre à tes descendants pour qu'ils soient informés que maintenant qu'ils ont l'information, ils ne peuvent pas reproduire. Merci. Donc je pense qu'il n'y a que la parole. Seule la parole permet d'arrêter un processus comme celui-là. Et qu'il faut que... Mais moi, dans ma famille, il y a plein de gens qui ne m'ont pas cru. Hein. Donc la parole, ça ne suffit pas toujours à être cru. Mais il n'y a que ça, hein, il n'y a rien d'autre. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Lorsque l'on lit votre ouvrage, vous évoquez souvent les comportements incestueux. Oui. Et je me suis demandé qu'est-ce qui diffère entre les comportements incestueux et les actes, et si finalement ce n'était pas les comportements qui étaient les plus nocifs et qui constituaient vraiment les vrais crimes dans ces familles. Vous n'avez pas tort de poser la question comme ça. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Ray Faber, je crois, qui a écrit un livre sur les climats incestuels. Et dans le climat incestuel, rien n'est forcément agi, il n'y a pas forcément d'acte. Il y a un tel climat qui pèse tellement lourd que les gamins sont perturbés. Donc, pas de passage à l'acte, mais pire qu'un passage à l'acte, une licence. Les parents se promènent à poil, tout le monde est comme ça dans une promiscuité malsaine. Voilà, un climat incestuel. Alors, c'est très documenté par Ray Faber. J'ai lu ce bouquin. Il fait 300 pages, donc je ne vais pas vous le résumer. Mais oui, je pense que sans un climat incestuel, il n'y a pas d'inceste. Le grand-père qui va se mettre à violer son petit-fils ou sa petite-fille comme ça, du jour au lendemain, pulsion. J'ai un peu... Voilà, je pense qu'il y a toujours eu des signes avant-coureurs. Mais je me trompe peut-être. Moi, je suis que romancier, écrivain. Hein. Merci beaucoup. Continue. Il a le micro qui le garde. J'avais une question un peu plus délicate. En fait, quand on a été victime d'inceste, on n'a pas connu cette période que décrit Baudelaire comme étant l'idéal de l'enfance. Moi, ça a été une période qui a été biaisée, qui a été, Oui. vous le dites, qui a été détruite. Et est-ce que plus tard, on arrive finalement à connaître un idéal pour se rattraper en quelque sorte de cet idéal qu'on n'a pas connu en étant enfant? Oui, après des années d'analyse, on peut avoir un certain talent pour le bonheur. Et puis surtout, quand on fait des enfants qu'on
qu'on veut heureux et respecté, très respecté. Moi, j'ai vu ma fille, je la respectais tellement, ma fille aînée, par opposition, par réaction, par ce que vous voulez, que je l'ai vue un jour frapper à la porte du frigidaire. Donc, hein, je suis allée un peu loin, c'est vrai, sûrement, bon. Mais voilà, donc on peut aussi inverser les choses. Moi, j'ai des filles qui sont des espèces de, voilà, de lionnes, ne touchent pas à leurs enfants, ne les regardent pas sur un drôle d'air. Bon, oui, on peut y arriver, bien sûr. Alors, retrouver le paradis de l'enfance. Alors, quelque chose quand même résiste à tout, c'est la force vitale de l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'enfance même saccagée, je sais à peu près de quoi je parle. Et il y a des moments de pure joie, de pur plaisir. On est des animaux fabuleux. On a des corps d'enfants qui exultent dans la mer, dans la montagne, dans le soleil, dans le froid. On a une capacité d'endurance physique qui fait que quelque chose du corps vous sauve. Sauf si vous êtes vraiment menotté au radiateur à longueur de vie. Mais bon, j'ai pas eu cette chance. Mais c'est le corps qui sauve alors. C'est la force vitale, c'est la joie sauvage des gamins. Ils ont ça, quoi qu'il arrive. Je veux dire, on dit à un gamin, ta mère est morte, d'accord, c'est très triste, il pleure un peu, il va jouer au fond du jardin, il retrouve ses copains, il a oublié que sa mère était morte, il est joyeux. C'est le début d'un film de Renoir, qui est comme ça extraordinaire. Les parents sont affligés, ils sont en Inde, le fleuve, je crois, oui, c'est le fleuve. Et on apprend aux enfants que leur mère est morte, et oh là 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 là, c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être traumatisés, et ils repartent au fond du jardin, et il n'y a plus que la joie de vivre et de rester avec les copains du coin qui compte. C'est vrai, on est passé par des étapes où on était comme ça. J'ai d'autres questions. J'en ai encore deux. Allez-y. Là, quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans votre ouvrage, c'est comment peut-il y avoir une morale qui est si puissante dans ces familles et qui est mise finalement en parallèle avec ces actes qui y sont commis. Pourquoi cette ambivalence entre une morale excessive, presque puritaine, et Puritaine, absolument, oui, ces absolument. crimes atroces? Vous avez raison. Moi, je suis une militante du MLF à ses débuts et je me bats pour l'avortement. Et mon père me dit, tu sors de la maison si tu te bats pour l'avortement. Il est contre l'avortement. Il a un comportement de prédateur et il ne veut pas que les femmes, enfin, qu'il y ait une forme de liberté pour. C'est un vrai. Comment dire? Je pense que c'est la schizophrénie des grands pervers. Vous pensez mal, vous vivez mal, vous avez des actes frauduleux, délictueux, et vous êtes un intégriste. Ça marche comme ça. Et comment elle explique Moi, je ne l'explique pas, c'est le cerveau humain, ça. Je ne peux pas m'en mêler, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça. On a d'ailleurs, que ce soit dans l'Église, dans le judaïsme ou dans les mosquées, beaucoup de prélats, enfin d'hommes de foi qui sont censés transmettre le savoir et la morale et la hauteur d'âme, qui se conduisent comme des prédateurs avec les enfants. Donc c'est un peu connu, j'enfonce une porte ouverte. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi, je voudrais faire le lien, ce que tu as mentionné, ça y est, tu as lâché le mot, MLF. Ah, bah oui. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du féminisme, parce que je pense que le féminisme version MLF que tu as connu n'est pas le même que le féminisme enfin, dont on vous devrait dire, entendez bêtement parler. voilà, on devrait dire aujourd'hui peut-être les féminismes d'ailleurs. On dit les féministes. et mais- je et je conteste même le titre de féministe aux néo-connasses qui se revendiquent du féminisme aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas féministes. J'explique, elles sont différentialistes. Le féministe était un universalisme. Nous pensions que, effectivement, des femmes, il y en a un peu plus de la moitié du monde, et que nous avons toutes des droits, des devoirs, mais aussi des droits, beaucoup, qui étaient violés quand moi je suis arrivée à l'adolescence, au milieu des années 70. Il n'y avait pas cette liberté-là pour les femmes, on l'a conquise, on s'est battu, vraiment ça a été une lutte passionnante, palpitante, intéressante, mais c'était un universel. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente à peu près partout comme le féminisme, c'est un néo-racisme. C'est une forme de fascisme qui consiste à faire de chaque oppression une caste, et avec une hiérarchie. Il y a plus opprimé que moi, c'est
Le noir, le jaune, le vert, le bleu, je m'en fous. Pour moi, c'est pas une question. Donc, elles ne sont pas féministes puisqu'elles ne tiennent pas compte du sexe, elles tiennent compte de tas de particularismes. Donc, et elles font des hiérarchies qui rendent les autres racistes. Donc, quand on fabrique du racisme, on n'est pas universel. Hein. Bon, alors, C'est dit. est-ce que vous n'avez pas été naïve? Je vais faire l'avocat Tu me vois du diable. d'un coup Non, mais je parle de cette génération. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que justement, il y a une opposition à l'homme. Alors, soit elle peut être marquée même Stop. très violemment. Je t'arrête. Ah, très bien, arrête-moi. On n'a pas d'opposition à l'homme. On a une opposition au système patriarcal qui n'a rien à voir. Les garçons, ce n'étaient pas nos ennemis. On avait des tas de petits camarades. C'était pas la question, ce n'est pas les hommes. La question, c'est le système. Alors, c'est vrai que c'est les hommes qui ont fait les lois, qui ont voté les lois. Bon, d'accord. Ils ont le droit de changer. Mais vraiment, l'ennemi, ce n'est pas l'homme. Hein. C'est un système patriarcal. On voit bien d'ailleurs qu'en Iran, par exemple, les femmes qui se dévoilent, elles ont plein de camarades qui les accompagnent. Ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de pouvoir. Mais comme toujours, l'inceste, c'est pareil. Ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de pouvoir. C'est toujours un problème d'abus de pouvoir. Donc, tu ne penses pas, comme certaines féministes aujourd'hui, que les hommes ont une dette qui doivent maintenant être payée aux Et la femmes. repentance et le reste qui va avec. Oh là là, j'en ai marre. Je m'ennuie. Je m'ennuie horriblement. On a autre chose à faire que de faire payer, je ne sais pas quoi, quelle dette. Ils ne sont pas responsables de leurs aînés non plus, les hommes. Mais, alors d'accord, mais est-ce que ton universalisme n'est pas un peu naïf, en fait? C'est ça que je pense qu'une féministe aujourd'hui te dirait que c'est un projet, d'ailleurs c'est un projet patriarcal peut-être, hein, une vision patriarcale, l'universalisme. Allez dire ça, Simone de Beauvoir, à Elisabeth Badinter. C'est ces gens-là, hein, du féminisme duquel je me revendique, nous revendiquions d'ailleurs. Philosophiquement parlant, il tient mieux la route que les néo... Vas-y voir tes profs de philo. Alors il y a deux questions, une ici et une là-bas. Parfait. Bonjour madame. Bonjour. Alors je suis une collègue prof de philosophie et j'ai fait une thèse aussi sur le corps maternel et l'histoire de la philosophie. Enfin, une histoire du corps maternel en philosophie. Et donc ma première question, c'est quels étaient vos liens avec Antoinette Fouque, que j'ai eu la chance de connaître, C'était une d'interviewer? ennemie. C'est une amie? Une ennemie Une ennemie, personnelle. d'accord. Très bien. Psyché-Po, c'est déjà des différentialistes. Psychanalyse et politique sont déjà différentialistes par rapport à notre féministe universel. Oui, je connais les deux féminismes parce que j'en parle beaucoup dans ma thèse, mais je trouve intéressant dans ce féminisme-là de mettre l'accent sur le matériel, puisqu'il y a tout ce jeu de mots autour de la matière et la mère, et sur, à un moment donné, le côté symbolique aussi, l'apport symbolique et charnel de la mère dans la civilisation, premièrement. Est-ce que vous connaissiez aussi Françoise Collin, qui a été une Très bien. amie, Très bien. qui a Françoise, écrit très Le bien. différent des sexes, qui était Voilà, absolument... non, mais Françoise, il n'y a pas de problème, on était ensemble. merveilleux. Il n'y a aucun Voilà. souci, tout va Non, bien. mais moi je trouve que, effectivement, même si vous revendiquez de l'universalisme, que je respecte tout à fait, et qui donne plein de pierres à l'édifice des droits des femmes, j'ai aussi interviewé Elisabeth Badinter, c'est intéressant d'avoir toute cette configuration, cette cartographie féministe aujourd'hui, parce qu'elles se répondent. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est cette transmission-là, comment on va la faire? Parce que moi, je sais que j'en parle à mes étudiants, à mes élèves, mais très peu d'étudiants aujourd'hui connaissent Antoinette Fouque, connaissent Badinter, connaissent Françoise Collin. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se refermer, là, de l'histoire. Donc ça, c'est une première question, ou en tout cas une remarque. Puisque moi, je suis plus jeune que vous, mais en même temps, pas tellement. Et je vois qu'il y a un gouffre entre les néo-féminismes et cette génération-là qui a posé les bases d'une lecture... on va dire, ambitieuse et idéale de la philosophie et de la littérature. Mais aujourd'hui, je dirais que les féminismes sont intersectionnels, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire, ils sont... à l'intersectionnalité. Oui, qui tout nous à a fait. donné le wokisme. Tout à fait. Alors moi, je Qui n'utiliserai pas aujourd'hui le est terme... devenu un racisme. Au début, je suis d'accord. Moi, Oui, l'idée oui, du oui. wokisme, il y a 20 ans aux États-Unis, elle est formidable. Alors, moi, je n'enfermerai pas la pensée avec le terme de wokisme, parce que déjà, ça empêche de penser. Je dirais plus que la théorie du genre, puisque c'est ça que vous visez derrière. Non, est c'est réellement venue- ce qu'ils ont fait avec Oui. l'intersectionnel. Oui, avec l'histoire de déboulonner les statuts, de réécrire l'histoire. C'est plutôt ce révisionnisme-là, vous voulez dire. L'histoire est toujours révisionniste par définition, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment En tout cas, transformer une lutte féministe Oui. en des luttes parcellaires qui m'emmerdent, franchement. Mais je comprends.
Des luttes identitaires, C'est ça, vous ouais. voudriez dire. Bon, ma Comme deuxième question notariste, sur monte au la feu, fabrique des dire que le pervers, c'est souvent un petit peu le risque des ouvrages aussi importants que le vôtre sur la fabrique des pervers quand on explose comme ça un système patriarcal, incestueux, d'avoir un retour de bâton, un backlash sur les femmes. Et est-ce que vous avez eu à ce moment-là, quand c'est sorti, des retours du style et la perversion féminine? Oui. Est-ce qu'il y a des histoires Oui, d'inceste oui, bien au sûr. féminin? Il y a une femme dans ce livre, c'est une grand-mère en plus, qui va déniaiser ses petits-fils. Je l'ai appris quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je suis allée voir 2-3 psys, j'ai dit, vous en avez beaucoup? Non, très peu. Il y a Voilà. vraiment, c'est microscopique. Donc, ça vaut pas le coup d'en parler. D'accord. Il y en a quelques-unes dans les prisons, elles sont dans les prisons. Contrairement à tous les pervers en liberté, les femmes, quand elles le sont en prison. C'est une petite différence. Très bien, merci. Alors, on va passer, je crois que Louis avait une question. Merci pour cette question intéressante. Bonjour. Bonjour. Vous avez abordé la notion d'impunité, Oui. auquel vous avez lié l'accroissement du statut social. Oui. Alors, j'aimerais vous poser la question. Donc, vous avez fait partie de mouvements féministes. Vous jugez de manière assez critique les nouveaux mouvements féministes, Oui. de néo-féminisme. Beaucoup de gens appellent votre génération parfois, utilisent le qualificatif de féminisme libéral. Ça, c'est parce qu'on s'en prend à Badinter, mais bon, allez-y. Est-ce que, justement, dans la notion d'impunité, y a-t-il un lien à faire entre une grille de lecture de société patriarcale et d'impunité avec une grille de lecture marxiste d'une classe bourgeoise dominante et d'une impunité de la classe bourgeoise? J'ai essayé et j'ai raté. J'ai essayé, hein, je trouve ça assez tentant de s'en prendre comme d'habitude à la grosse bourgeoisie, antipathie. Bah non. J'ai interviewé le patron de la gendarmerie française, celui qui récupère toutes les plaintes de province, parce que c'est pas les mêmes dans les grandes villes. C'est 50-50 entre les classes, vraiment les lumpenprolétariats, les classes pauvres, les classes paysannes. Dans la paysannerie, il y a beaucoup d'inceste. Et les riches bourgeois. C'est-à-dire c'est moite-moite. Hein. C'est bien partagé. Le monde entier pratique ces horreurs. Vous avez employé le terme de lumpenprolétariat. Oui. Vous visez qui particulièrement par ce lumpenprolétariat? Alors moi, personne, je suis personne. J'ai un lumpenprolétariat quand je suis jeune qui sont des ouvriers, la classe ouvrière, et ce sont les ouvriers de mon époque, qui sont globalement européens et un peu nord-africains. Et le lumpenprolétariat aujourd'hui, il est essentiellement immigré. Pourquoi on emploie le terme de lumpenprolétariat pour des ouvriers et non pas le terme de prolétaire, alors que justement lumpen renvoyait aux gens sans emploi, les brigands? On est d'accord parce que le chômage, l'embauche, c'était chaque jour. Il fallait y retourner chaque matin pour être embauché. Moi, je viens de la mine. Hein. Le carreau de la mine, c'est l'endroit où se retrouvent tous les chômeurs et où ils espèrent être embauchés pour la journée, pour avoir du pain le soir. Donc, je connais plutôt ça que les classes moyennes d'aujourd'hui qui, quand elles sont ouvrières, sont moins pauvres qu'elles n'étaient jadis. D'accord, merci Pour beaucoup. faire cette analyse marxiste. Alors, je voudrais peut-être juste insérer une petite question sur l'écriture. Parce que c'est vrai que dans ton écriture, le corps, tu parlais du corps tout à l'heure, en fait, dans tes livres, le corps est omniprésent. Ah bon? Oui, souvent, je te parlais tout à l'heure du rêve Botticelli, où on voit le corps qui exulte. Au tout début, On ne peut elle a pas un petit désincarner pipi. des gens comme ça ici. Si on ne les met pas en scène en tant qu'eux-mêmes, mais il n'y a pas que le corps, il y a la tête un peu. Oui, non, il y a beaucoup la tête. Il y a beaucoup la tête. Mais ce ne sont pas des biographies J'essaye de ne pas faire des trucs trop abstraites. psychologiques, Voilà. parce que moi, ça m'emmerde quand je les lis, c'est tout. Oui, enfin, tu verses pas dans l'intellectualisme. J'essaye. Mais ce que je voulais te demander, c'est au niveau de l'écriture. Quand tu écris, tu vas passer d'un ouvrage sur Lippi, enfin pas sur Masaccio, avant. Quand tu vas écrire La Fabrique des pervers, par exemple, est-ce que tu as une difficulté à écrire? Est-ce que c'est le même type d'écriture? Est-ce que Oui, est-ce c'est que le la même type chose d'écriture, mais à l'arrivée, c'est pas la même langue. C'est ça qui est intéressant, parce que j'ai pas décidé, moi. Je me suis mis à écrire des essais comme celui-là, pas très des romans. Je pense que j'écris, c'est le même fil littéraire, c'est la même ligne d'encre, c'est le même stylo, c'est tout pareil. Et je me rends compte que le sujet impose, c'est ce que je répondais tout à l'heure, le sujet crée la langue. D'accord. Mais j'y suis pour rien. D'accord. Alors, lecture non littéraire, cette fois-ci, tu nous disais justement que tu avais travaillé avec des juristes pour La Fabrique des pervers. Je n'ai pas travaillé, c'est que Euh, quand j'ai rendu le manuscrit de La Fabrique à Gallimard, ils ont eu très 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 peur de publier cette chose. Donc ils ont mis 6 mois, un collège d'avocats qui devait être une dizaine d'avocats,
pour relire mot à mot ce que j'avais écrit en me disant bon, alors j'ai été absolument d'accord pour anonymiser les victimes. Je voulais pas qu'on puisse les reconnaître et dans des villages, je sais pas quoi, dire ah elle a été violée par son papa, c'est pas sympa. Donc j'ai transformé en garçon, j'ai transformé. Les salauds, j'avais pas très envie de les transformer, mais j'ai un petit peu changé les noms, les trucs comme ça. Et j'ai surtout écouté avec passion la lecture juridique de mes ouvrages de littérature. C'est très intéressant parce que c'est une autre lecture que celle que font les critiques littéraires, que celle que font les éditeurs, que celle que font les lecteurs, qui m'en parlent après. C'était un autre point de vue sur le sujet. Alors, pas sur la langue, évidemment, mais sur comment la langue traite le sujet en même temps. J'ai pris des cours avec ces juristes qui m'ont appris à lire autrement ce que j'écrivais. Et donc ce que les autres écrivent aussi, parce que ça sert à tout. À quel niveau, par exemple? Si on pouvait avoir un exemple. Quelque chose au niveau des responsabilités, par exemple. Ne pas accuser, laisser le lecteur trouver tout seul qui est responsable. Ce qui est intéressant à faire, parce que ça rend le lecteur plus malin. Enfin, j'espère. Oui, probablement. Alors justement, parlons du lecteur. Est-ce que quand tu écris, le lecteur a une place? Est-ce que quand tu as écrit La Fabrique des pervers, tu pensais au lecteur et tu voulais faire un ouvrage utile? Est-ce que c'est pour toi, pour sortir quelque chose? Et de la même manière, mais en même temps très différemment, quand tu écris sur Lippi, sur Masaccio, et ainsi de suite, est-ce que tu écris pour éduquer le lecteur ou est-ce que le Alors, lecteur est absent? Pour être honnête, on écrit toujours pour les quelques personnes, alors 10, 50, un peu, pas tellement plus, à l'estime de qui on tient. Donc on tient compte de leur lecture, de comment ils vont recevoir ce qu'on écrit. Après les autres, on ne les connaît pas, donc on n'écrit pas pour eux. S'ils aiment, tant mieux. La Fabrique des pervers, c'est un peu différent parce que je n'ai pas envie de raconter mon histoire, elle ne m'intéresse pas, je l'ai dépassée. À un moment donné, je me suis dit, si je le fais, c'est pédagogique. Donc je le fais, et je l'ai fait effectivement en pensant à tous les gens. Et je dois dire qu'à la sortie du livre, j'ai été récompensée de ma volonté de pédagogie. Et ce n'était pas une récompense, c'était un pinceau épouvantable. Chaque fois que je fais une rencontre en librairie, il y avait 15 personnes qui arrivaient après. Ça m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire? Et je ne suis pas psy, ce n'est pas mon métier, moi, de prendre ça en charge. Donc, alors, arriver à avoir un carnet d'adresses où je peux les envoyer voir des psys dans toutes les régions, c'est très très compliqué. J'ai beaucoup bossé pour aider ces gens, généralement des femmes, quelques mecs, mais pas beaucoup, à trouver une issue. Parce que est-ce que je dois en parler à mes enfants? Bah oui, il faut que tu en parles à tes enfants, mais enfin, il y a des façons de le faire, quoi. Et là, je n'avais pas prévu cette confrontation-là. Normalement, elle est plus littéraire, malgré tout, à la sortie des livres. Là, c'était compliqué. Et je n'avais pas envisagé ça. Mais je l'ai fait quand même pour ça. Donc, je ne peux pas me plaindre. D'ailleurs, je ne me plains pas. Moi, j'ai une question qui en fait sera double. Quand on achète le livre de poche aujourd'hui de La Fabrique des pervers, il y a un ruban rouge autour avec une assimilation à la Familia Grande. Donc déjà, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cet ouvrage qui, me semble-t-il, n'a peut-être pas la même littérarité que ce que vous proposez, mais on peut en discuter. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ces appels du pied d'éditeurs qui cherchent à assimiler des causes et qui, du même coup... Les choses sont extrêmement simples. Je sors La Fabrique des pervers chez Gallimard, qui trouve que c'est un exploit sportif d'avoir osé publier un livre sur l'inceste. Mais vraiment, ils sont très très choqués d'avoir osé faire ça. Je dis... On a eu du courage de le publier. Je dis, c'est pas moi qui ai eu du courage de l'écrire. Enfin, à un moment, il faut essayer de remettre les choses en place avec les éditeurs. C'est très difficile. Et ils disent, ça n'ira pas en folio. Tous mes livres sont en folio. Ça n'ira pas en folio parce que l'inceste a porté toutes les bourses. C'est pas possible. J'ai trouvé la phrase lourde. Pour ça, je la cite. Et puis, effectivement, le livre n'est pas en folio. 1 an, 2 ans, 3 ans. En général, c'est 1 an et demi après la parution en librairie qu'on met le livre en poche. Folio, c'est l'édition de poche, hein, pour tout le monde. Oh, ils savaient tous ça. Et puis rien. Puis Camille Kouchner, dont on peut parler, j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup de chagrin pour elle, parce que je pense que moi, j'ai fait 12 ans d'analyse et la vie est passée. Je n'ai pu écrire La Fabrique que quand c'était complètement refroidi, que je n'avais pas de compte à régler, que l'affaire était faite, quoi. J'étais du côté de la joie et de la beauté, c'était fini. Camille, elle est
elle n'est pas sortie de cet amour-là, parce qu'elle l'aime, hein, indubitablement. Donc c'est compliqué, elle a écrit à chaud, elle a écrit dans la douleur, on sent énormément de douleur dans son bouquin que j'ai lu. Je connaissais bien ses parents, hein. C'est compliqué. J'ai lu, j'ai trouvé très très fort, très très courageux. Puis surtout, elle a fait un truc adorable, ne me connaissant pas, m'ayant lu bien sûr, mais ne me connaissant pas personnellement. Elle a, à la grande librairie, je crois, cette émission-là, cité 5 fois ce bouquin en disant que sans ce bouquin, elle n'aurait pas pu écrire le sien. Bon, mes copines m'appellent, t'as vu, t'as entendu? Je dis oui, bon, c'est sympa, merci. Puis rien, sinon que Gallimard appelle en disant bon, alors maintenant on peut le sortir. Ils ont un blanc-seing, ils avaient tellement peur. Donc ils m'ont mis ça sur la couverture. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas l'arracher, ils l'ont mis. À un moment donné, on oublie, c'est plus important. Le livre fait son travail, le livre touche les gens qu'il doit toucher, possiblement. Voilà, après, pour contrôler, c'est de la pub. Hein. On fout de la pub. On peut dire 2 mots du milieu de l'édition aujourd'hui pour, Vous voulez vraiment dire 2 mots? Oui, 2 La mots merde. peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent ici, donc non, peut y mais aller. qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un éditeur formidable qui, de Lippi jusqu'à Masaccio, a publié presque tous mes bouquins. Il s'est vendu à Bolloré. Bon, il est mort comme éditeur, pardon, mais... Et c'est un très jeune homme, c'est dommage. Je ne sais pas comment dire, en ce moment, j'ai fait un livre que j'aime bien, qui est une anthologie de Paris vu par les peintres et les poètes. Vous n'avez pas, c'est un beau livre cher et tout. Chez Azan, donc chez Hachette. Hachette est en train de se vendre à Bolloré. Je veux dire, il n'y a plus de place dans l'édition libre. Là, si, je vais sortir un petit recueil de poèmes. Enfin, chez personne. Si on veut être libre, il faut aller chez personne. Non, mais qu'est-ce que tu reproches à Bolloré? Que les maisons d'édition appartiennent à des capitaux, à des entreprises, ça date pas d'hier, hein, la concentration. Alors, il est où le problème là? Quand Lafon a été racheté, j'ai publié 2-3 bouquins chez Robert Laffont. Quand Lafon a été racheté par, je ne sais même plus quel consortium, Jean-Michel, 3-2M, enfin un truc, c'est un capitaine d'industrie qui m'échappe. Pardon. Jean-Marie Messi. Voilà, un truc comme ça. J'ai eu un nouveau directeur de collection qui est venu me voir et qui m'a dit « Faudrait nous faire un petit Labro ou un petit Musso ou un petit... » Je ne sais pas faire ça, moi. Bon, il me dit sujet, verbe, complément. Je dis oui, mais enfin, on peut inverser de temps en temps. Plus rigolo. Bref, je me suis retrouvée avec des épiciers qui voulaient faire des best-sellers. Et moi, mon métier, c'est de faire de la littérature. Donc, on n'était pas du tout au même endroit de l'histoire. Et je me rends compte que c'est ce qu'ils font avec tout le monde. On ne va pas y aller, on ne va pas rester avec ces gens-là. Tant qu'on a encore des libraires qui vendent quelques livres de littérature au milieu d'un fatras de livres qui ne sont pas de la littérature, parce que 80% des livres dans la librairie ne sont pas de la littérature, soyons clairs, bon, ben on va continuer d'en faire très modestement, en sachant que c'est condamné à mort. Hein. Vous voulez pas réagir là? Peut-être oui. Je ne pouvais pas ne pas revenir dessus, vous avez parlé de Vincent Bolloré. Et justement, Je ne savais pas son prénom, mais oui, Bolloré. justement du fait qu'il gagne de plus en plus, on pourrait dire, de pouvoir dans le milieu de l'édition et Mais plus pas que largement de l'édition. oui, de la communication en général et même du transport, où il est même très influent. Et ce qu'il fait en Afrique est un peu Oui, dégueulasse. non? également. Je sais pas, il y a des Il est en trucs, procès avec qui des va gagner, je Africains. vous rassure. On l'espère. Mais passons. Passons. Craignez-vous justement que le gain d'influence de ces grands milliardaires politisés sur les milieux de l'édition mène finalement le milieu de l'édition à devenir une forme de plateau de CNews Bah oui, avec une Mais c'est limitation déjà le de la cas. production du contenu? mais c'est déjà le cas. Vous pensez que c'est un stade qui s'est accru depuis quelques années? Ah bah oui. Ou ça a toujours été comme ça Non, il y a eu plein de maisons d'édition. Moi, j'ai commencé ma vie littéraire chez Jean-Jacques Pauvert, qui était un petit éditeur autonome, qui a fait 11 faillites et qui se relevait à chaque fois et refaisait une maison d'édition, on va refaire des bouquins. Et il était provocateur et il osait publier des bouquins que personne ne voulait quand même. Il avait du courage. Il perdait tout, mais il disait les banques n'ont qu'à payer. Vous avez déjà été tenté par l'auto-édition? Oh non, Jamais? Pourquoi? c'est pas mon métier. Moi, je sais écrire, je sais rien faire d'autre. Je ne veux pas me mettre à faire de la pub, à faire attaché de presse, à faire tout ça. Je ne sais pas faire.
Je ne sais pas du tout faire. Et puis ça ne m'intéresse pas du tout. Alors franchement, j'ai quelques amis dont je me suis dit, allez, je vais faire une maison d'édition pour les publier parce que je les aime, mais je ne sais pas faire. C'est un métier. Et c'est un métier du côté des affaires, du côté du pognon, du côté de choses qui me concernent très peu, qui ne m'intéressent pas du tout. Surtout. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a plein de mains au fond. Bonjour madame. Bonjour. À vous écouter parler, j'ai une question qui me paraît essentielle. Qu'est-ce que vous définissez comme étant la littérature? Ah, c'est une vraie question. Hein. C'est une nécessité. C'est quelque chose de l'ordre du nécessaire pour l'auteur comme pour le lecteur. Si ça ne touche pas à la nécessité chez le lecteur, c'est raté. Ça parle d'autre chose, c'est un autre monde, c'est donner un ailleurs. La littérature, c'est un ailleurs par la langue, par les sujets, par la musique. Et parce que le fait d'être dans un livre vous emporte loin de votre vie quotidienne. Donc et il y a tellement de non-livres qui ne vous emportent plus nulle part que les gens laissent tomber le fait de lire. Donc je crois que c'est très important, ce dont je parle, mais qu'on est très peu nombreux à savoir encore ce que c'est. Je vous en prie. Et la réponse vous convient? Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous deviez nous conseiller 3 livres à lire Dans l'absolu, dans l'absolu. Le Neveu de Rameau, de Diderot, que vous avez déjà dû lire, mais qu'il faut relire. Ça, c'est Je sûr. prends note. Je dirais pas Flaubert, bien que ce soit un grand styliste, parce qu'il est méchant. Même l'herbe est méchante chez Flaubert, j'en ai marre. Je vous dirais, parce que je viens de les relire tous et que c'est génial, N'importe quoi de Salman Rushdie. C'est un immense écrivain, ce que la fatwa nous cache, vraiment. C'est gigantesque. Et c'est un contemporain, il est encore vivant par chance, il a du mérite. Tout Romain Gary. Et le quatrième, tout Christiane Rochefort. Christiane Rochefort. Christiane Rochefort. Allez-y. D'abord, c'est des livres courts, on les lit en 2 heures. Et ça, c'est très gratifiant, un livre qu'on lit en 2 heures. Ensuite, c'est une pensée extrêmement moderne. Ensuite, c'est une langue très facile et pourtant très écrite. Et c'est une bonne femme hors pair. Deuxième question. Merci. Je me demandais, est-ce que vous pensez que ce sont les maisons d'édition qui s'adaptent à une nouvelle demande? C'est-à-dire, je sais pas, peut-être un effritement de la culture, des standards? Ou alors, est-ce que ce sont est-ce que c'est l'offre en fait qui prend les consommateurs pour des... Alors, je pense que ça s'appelle le commerce. Je pense pas... Moi, j'ai vu dans les maisons d'édition des grands agrégés de lettres qui travaillaient à la bonne tenue d'une maison. Oh non, on ne va pas publier ça parce que ce n'est pas de la littérature, parce qu'ils ne savent pas écrire. Parce que maintenant, ils passent à la télé, donc on est sûr de vendre. C'est des gens célèbres parce qu'ils sont footballeurs, parce qu'ils sont mannequins, parce qu'ils sont je ne sais pas quoi. Donc on est sûr de vendre. Donc on publie prioritairement ces choses-là, avec des gros tirages, ce qui prend la place des autres. Un livre aujourd'hui se tire à 3000 exemplaires. Un livre de littérature, entendons-nous bien. Et ils ne les vendent pas. Ils ne les vendent pas. Moi, j'ai travaillé à l'administration de la Société des gens de lettres, au CNSGDL et à la SOFIA. J'ai travaillé sur l'état de déperdition de la littérature en littérature, pas seulement dans le monde, dans la littérature. C'est abyssal ce qui s'est passé en 50 ans. C'est une adaptation au marché, c'est pour vendre. Je ne sais pas à quoi on s'adapte. Et alors, dernière question, mais vos ennemis en littérature? Mes ennemis en Ceux que vous nous littérature? conseilleriez de ne pas lire? Oh, j'en ai Pas pas. perdre notre temps. Ne lisez pas les Musso et compagnie, parce que ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de l'écriture. C'est juste sujet, verbe, complément, avec une vague histoire piquée dans Détective ou dans je ne sais pas quoi. Mais bon, en même temps, il y a des tas de gens qui sont contents de lire ça sur la plage. Et il vaut mieux qu'ils lisent plutôt que regarder une tablette. Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Il y a des belles histoires construites à partir de détectives. Oui, la bicyclette bleue, ou ce genre de choses, oui. Excusez-moi, vous répondiez tout à l'heure à la... Attendez, j'entends pas bien. Ah d'accord. Nous, ok. on a un ventilateur dans l'oreille. Ah, ok. Excusez-nous. Vous répondiez tout à l'heure à la question de mon camarade en répondant à la question « Qu'est-ce que la littérature ?» Mais
qu'est-ce qui n'est pas de la littérature selon vous? Puisque vous disiez juste avant que 80% des livres n'en étaient pas, et Alors. vous parliez du fait que les livres permettent de s'évader, mais vous Non, ne pensez j'ai pas pas que dit peut- s'évader, j'ai dit un ailleurs. un ailleurs, exactement. Ce qui est Mais pas du tout pareil. exactement. Mais si les critères ont peut-être changé depuis avec les différentes générations? Je crois pas. Je crois que depuis Homère, Virgile, Ésope, on a les mêmes critères. C'est quelque chose qui est pensé, c'est-à-dire prévu, anticipé. C'est quelque chose qui a un plan, qui se projette vraiment. C'est quelque chose qui travaille la matière première de la langue et non pas du langage, de la communication. C'est des choses un peu différentes quand même. C'est quelque chose qui cherche à donner la couleur de l'époque avec des pistes pour la comprendre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui donne des armes révolutionnaires. Après, on pourra discuter du mot révolutionnaire, mais c'est plus fatigant. Peut-on discuter du mot révolutionnaire? Si vous voulez, je vous écoute. Quelle conception donnez-vous au mot révolutionnaire? En tout cas, pas de la révolution des étoiles et du soleil. On est bien d'accord. Quelque chose qui change la vie, qui change le monde, qui réenchante la vie. Vous êtes à un âge où on tombe amoureux, vous savez qu'à ce moment-là, il y a le cœur qui se met à battre plus fort, autrement, et vous avez un réenchantement à l'intérieur de vous de tout ce que vous vivez, de l'ensemble des choses que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes amoureux. Bon, enfin, je crois, ça marche encore comme ça. Faut que tu répondes oui maintenant. Non, non, je m'en fiche, je le pense, c'est tout. Révolutionnaire, c'est ça. D'accord. Ça réenchante quelque chose. Ça dessille, c'est-à-dire on se dit « Ah, bon sang, merde, oui, j'avais pas vu ça comme ça. » Mais ça va changer mon regard et donc mon fonctionnement dans ces choses. Donc ça, c'est quelque chose qui ébranle le ronron, le quotidien, les microscopiques petites habitudes qu'on prend et qu'on ne sait pas qu'on a prises. Et on en a tous, et vous en avez déjà. La révolution serait-elle donc un travail personnel? Ben, avant d'être collectif, il y a intérêt à le faire, ouais, franchement. Sinon, on voit ce que ça donne. Et du coup, j'ai une question plus de littérature. Oui, tant mieux. Vous faites eh bien, des ouvrages qui se placent dans le temps. Oui. Vous les apportez avec un œil de littérature, un œil de roman, parfois. Est-ce que vous avez un avis sur Max Gallo, qui lui aussi reprend des grandes périodes de l'histoire et essaie de les retranscrire en littérature? Alors, j'ai une faiblesse pour Max Gallo. Je ne suis pas une fanatique de ses bouquins, mais j'aimais beaucoup le bonhomme. Et j'aimais sa démarche. Je la trouvais intéressante. Il a rendu quelques gloires et quelques lustres à quelques héros de l'histoire que j'aimais bien aussi. Enfin bon, il m'a fait aimer des choses. J'ai travaillé avec lui au Matin de Paris, il y a 2000 ans. Il avait une honnêteté fondamentale. C'était un homme honnête. Et dans le journalisme, je vais vous dire, ça se remarque. C'est vrai. Donc j'ai bien aimé travailler avec lui. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne suis pas une fanatique de ses bouquins, mais j'aime le bonhomme. À moins que quelqu'un ait une autre question. On va passer le micro justement à une ancienne journaliste qui avait une question. On a tous le droit d'en sortir. J'avais une question sur Amélie Nothomb. Est-ce que vous aimez ses ouvrages? J'aime plus La Bonne Femme que les Oui. livres. Je l'adore. Oui, je la oui. trouve adorable. Je la trouve drôle. Je la trouve gentille en plus. Elle me souhaite ma fête. Alors, je vais vous Incroyable. dire, personne ne me souhaite la Sainte Sophie. Elle répond à tous ces Je sais pas, mais c'est parce lecteurs que qui lui on écrivent. sait- hein. Elle me trouve extrêmement courageuse. Et d'avoir écrit La Fabrique et de ne pas avoir tué mon père. Elle m'a écrit. Elle me dit, et tu ne l'as pas tué? C'est formidable. Elle est quand même assez drôle. Et il y a un ou deux de ses livres que j'ai adorés. La Métamorphose du tube, par exemple. Non, mais Métaphysique c'est du génial. tube. Oui, oui, oui. C'est génial. Il y a Il y a deux, plusieurs trois qui sont trucs comme géniaux. ça. C'est-à-dire, elle a une accroche qui n'est qu'à elle, comme ses chapeaux. Elle a beaucoup de virtuosité. Oui, Je mais trouve pas que. Elle a aussi une capacité à vous emporter quelque part. Pas systématiquement, pas à tous les bouquins. Je pense que malheureusement, elle rapporte beaucoup d'argent à Albin Michel qui ne la relit pas. Et donc, on laisse passer des trucs qu'en temps normal, on devrait corriger. Et qu'est-ce que vous lisiez, petite fille? Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous étiez enfant? Alors, enfant, je ne me souviens pas bien. J'avais très peur Ou des adolescente? contes. Alors, j'ai un souvenir extrêmement fort et déterminant, c'est-à-dire il va changer quelque chose. C'est Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Je suis malade, je suis couchée.
une mononucléose, c'est un truc très chiant qui tient longtemps au lit, on va pas à l'école, les profs vous amènent les devoirs à la maison, c'est une horreur. Et j'ai beaucoup de fièvre, beaucoup de fièvre. Et donc chaud, froid, la fièvre, vous connaissez. Et à un moment donné, dans Gatsby, il est très amoureux d'elle, elle est mariée, il faut parler au mari pour lui dire qu'elle va le quitter et qu'elle va partir avec Gatsby. Mais on est à Long Island, à côté de New York, et c'est caniculaire, il fait une chaleur irrespirable, mais il faut parler aujourd'hui. Vous savez, il y a des urgences, c'est tout de suite qu'il faut parler. Et donc, ils font un truc extraordinaire. Ils louent une voiture climatisée pour aller dans une chambre d'hôtel à New York climatisée pour parler. Et donc, il y a la description de l'énorme chaleur et du froid. C'est exactement ce que je vis dans mon corps, dans mon lit. L'énorme chaleur de la fièvre et le froid de la fièvre. Et ça me réchauffe de lire la description de la canicule à Long Island. Et je me dis, mais c'est génial, la littérature, ça vous réchauffe. Au sens propre. J'avais froid, j'ai chaud. Grâce à Et je sais qu'à ce moment-là, quelque chose s'est joué. J'ai 12 ans et demi, 13 ans, voilà, ça se passe là. Maintenant, je peux pas vous parler de tout ce que j'ai lu et aimé, parce que, comme je suis insomniaque, je lis un livre par nuit. Je ne me souviens plus maintenant. Ni des titres, ni des noms. Je les lis, je les enchaîne, et voilà. Une autre question quand même sur le féminisme. Je vous en prie, on n'a pas le même. Non, parce que je pense que l'histoire du débat, universalisme, différentialisme, n'est pas le bon débat. Moi, je parlerais plutôt du corps des femmes, du corps féminin, et de pourquoi aujourd'hui ça semble inaudible de dire que les femmes ont un corps et un corps différent. Et ça n'a jamais été aussi audible, excusez-moi. Ah, même je trouve pas. Moi, je trouve pas aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors moi, j'ai des amis qui font des bouquins entiers sur les règles, des bouquins entiers sur la ménopause. J'en peux plus du corps des femmes. Bon. Moi, je croule sous le corps des femmes. Alors je les reçois tous, en tout cas, c'est vrai. Je pense que cette idée du corps féminin est à lier avec une pensée de l'universel. Et d'un universel aussi pour les femmes, qui sont la moitié de l'humanité, comme vous l'avez rappelé. Et donc, je trouve qu'il y a un problème d'aiguillage là dans la pensée et dans les débats tels qu'ils sont repris dans les réseaux sociaux, dans ces néo-féminismes, et qu'il y a un axe à replacer. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je ne suis pas la bonne personne, ni le bon interlocuteur pour ça, parce que moi, je trouve que rien n'est plus différent de mon corps que le corps de Céline ou de David. Nous avons des spécificités de caractère et non pas de genre. Je n'ai pas envie d'être identifiée à un genre ou un sexe. J'ai envie d'avoir mon identité, mon caractère, ma nature. Et je pense que j'ai cru longtemps que les femmes papous, les femmes de l'époque de Pharaon et moi, on avait les mêmes rêves. Ben, c'est pas vrai. On les a pas. Et c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'on les a. Rêve. Oui, oui. Rêve onirique, oui, la onirique, nuit. ouais. Je croyais qu'il y avait un fond commun du rêve et que, alors c'est un peu vrai en psychanalyse, c'est un peu vrai, mais c'est pas vrai parce que le contexte joue énormément et parce que vous soyez nanti ou misérable, ça change des choses, que vous soyez né ici ou moi j'aurais pas aimé naître en Arabie Saoudite. Enfin, je montre mes chevilles, j'ai très honte, je montre mes cheveux, c'est épouvantable. Je suis allée dans ces pays, j'ai vécu l'humiliation d'être une femme. Oui. Et je veux pas du tout ça. Ouais. Je pense que on a eu la chance d'être en France, on a eu la chance de lancer quelque chose dans le mouvement féministe. Moi, j'ai beaucoup de sœurs en Algérie, au Maroc, en Tunisie, auprès de qui on a essaimé, on leur a filé le bébé, elles l'ont ramassé, elles en ont fait un bel adolescent, hein, il est pas mal actuellement, le féminisme des pays arabes. Moi, je les trouve admirables, mais c'est pas le même, parce qu'elles ne sont... Enfin, on n'est pas toutes pareilles, elles ne sont pas comme nous. Oui, mais il y a quand même un problème aujourd'hui. Je pense à des philosophes en Angleterre, notamment à des romancières comme J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui parlent du corps féminin et qui sont ostracisées, recouvertes... c'est le wokisme. Hein. Voilà, non, mais c'est la théorie du genre plutôt. Mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Je vous promets. C'est pas pareil. Alors, ça pour moi, c'est un concept journalistique qui enferme tout. Non, c'est la théorie. Oui, la théorie du genre. C'est de dire que tout est possiblement construit par le langage et tout culturellement peut se construire. C'est là où je dis qu'il y a une pensée du corps qui résiste et qu'il faut réaffirmer que le corps féminin, ça existe. C'est un fait scientifique, vous voyez. Dès que je suis arrivée au MLF, j'ai travaillé avec on ne peut pas tout mettre derrière le wokisme.
la revue Sorcière, qui ne Oui, oui, s'intéressait je qu'au connais. symbolique et au corps. Oui. Et ça n'empêche pas d'être une intellectuelle. Ah, mais tout à fait. Et de penser le Moi, je pense monde que tout se de façon universelle. C'est-à-dire que c'est pas Oui, parce que vous mais on peut êtes être un aussi garçon dans- que vous pensez pas comme Ah, mais moi. tout à fait, mais on peut être aussi dans le concret du corps, de la chair, Oui, mais mais que ça se tient, c'est pas l'un ou l'autre, vous comprenez? je suis d'accord, Voilà. ça se tient. C'est juste que je Oui, mais il trouve faut que- le dire aujourd'hui parce qu'on est dans des... Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'on croule là-dessus. Il y en a trop. C'est un Ben, débat qu'on va c'est pas- un débat. C'est un débat qu'on va pas clore. On va passer Merci en tout cas, hein, c'est intéressant. Puis le rapport aussi des femmes exclues ou non de l'universel, etc. Bah, j'allais justement Alors, demander. plus fort, parce que moi j'entends Ah. rien. Je sais On a un ventilateur, excusez-nous. J'allais justement demander, vous pensez pas que la différence aussi entre votre féminisme et peut-être le féminisme de maintenant, c'est que, et le fait que maintenant il y ait plein de petits combats et de petites luttes différentes pour des choses spécifiques, c'est pas dû au fait qu'on s'attaque à des parties moins concrètes du patriarcat, à des choses plus subtiles, parce qu'avant on se battait pour des droits et maintenant on se bat peut-être pour par exemple la représentation de la femme ou la sexualisation du corps de la femme et des choses qui sont peut-être plus subtiles aussi. Si vous voulez. Je ne vous contesterai pas, je trouve ça débile, mais je ne contesterai pas votre point de vue. Moi, je pense que battu, violé, avorté, qui est le débarrage du MLF, battu, violé, avorté, c'est les 3 thèmes. On s'occupe du corps, exclusivement du corps, pardon. Le MLF se construit là-dessus. C'est des thèmes universels, pardon. Dans le monde entier, des femmes sont battues, violées et avortées, d'une part, et d'autre part, l'universalité de ça a fondé une image de femme qui s'est redressée. Ça me suffit. Après, les spécificités de chacun, chacune, je m'en fous. Oui, je pense Vraiment. que Evana, ce qu'elle voulait dire, si je ne me trompe pas, c'est que justement aujourd'hui, il y a un élément polémique dans le féminisme parce que certains militants ou militantes vont placer le combat sur la représentation spécifique, sur certains mots, sur l'inclusion, sur des tas de choses. Enfin, voilà, LGBT, etc., etc. Alors, peut-être, je vais te donner la parole, Thomas, mais je voudrais te poser une question. Je t'en prie. Toute bête. Je voudrais qu'on fasse un voyage dans le temps. C'était quoi d'être au MLF et de s'engager comme ça, jeune femme au MLF, et sur quoi vous vous battiez Battu, violé, avorté. Alors là, c'est certain. D'accord. Moi, mon premier article qui paraît dans l'IB, c'est pour l'avortement. Je crois que c'est en 73. C'est un des premiers Libé à l'époque des luttes. Hein. Les luttes, ça veut dire la convergence, c'est le lecteur qui fait le journal. C'est très, très ancien. Mais c'est comme ça. Non, on a travaillé sur le corps, on a travaillé. Je crois que c'est en 72. Il y a 24 heures, 48 heures sur le viol à la Mutualité. Pendant 48 heures, le monde entier va venir écouter des oratrices comme Simone de Beauvoir et d'autres. On va transformer d'ailleurs. On va mettre 10 ans, parce qu'il faut attendre 81. C'est 73, je crois, ou 72. Les 2 jours sur le viol à la Mutualité. Et en 81, grâce aux avocates féministes, qui sont des femmes du MLF, qui sont en plus avocates, et Simone de Beauvoir qui nous soutient, et Yvette Roudy qui arrive au gouvernement, on va enfin faire passer du viol, qui n'est qu'un délit d'opinion, un crime. 81, le viol devient un crime. Donc c'est un combat solide. Passe en cour d'assises après. Avant, ils ressortaient libres, les violeurs, quand il y avait procès. Bon, on a petites choses, on a gagné des droits. Vous avez raison, mademoiselle, qui m'a posé la question des petites cases. On a gagné des droits. Au point que quand on a fêté les 50 ans du MLF, ça dure longtemps. Oh merde. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Sur les droits. On a gagné des droits et donc aux 50 ans du MLF, on s'est retrouvés, les vieilles, très vieilles, très très vieilles. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner? On s'est dit, au niveau de la loi, on a tout gagné. Maintenant, il faut la faire appliquer. Et à salaire égal, à travail égal, salaire égal, et on n'y est toujours pas. Donc on essaye de faire appliquer des lois qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que les petites choses des néo-féministes. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Toujours sur ce néo-féminisme, Oui. on évoquait tout à l'heure l'aspect révolutionnaire. Oui. Et on vous a demandé ce que vous entendiez par révolutionnaire et vous avez dit que c'était un réenchantement. Oui. Est-ce que vous pensez par conséquent que ce néo-féminisme ou le féminisme dans sa manière globale a besoin d'un réenchantement?
par conséquent? Comment vous dire? Je pense que Et si oui, lequel? quand on Puisque, utilise des termes aussi bateaux que révolutionnaires, ce que j'ai fait la première, donc je sais, on ne peut pas être spécifique. On ne peut pas faire une révolution féministe. Quand on fait une révolution, on englobe le monde entier. Sinon, ça a raté, quoi. Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment pas s'enfermer dans même le MLF. Nous, on a été révolutionnaires, mais on a embarqué les gens avec nous. Je veux dire, c'est vrai que 15 ans plus tard, il y avait des... Moi, j'ai travaillé au MLAC. Au MLAC, il y avait des hommes et des femmes hein, pour la liberté de l'avortement et de la contraception. On a... Oui, on n'a pas été sectaire et je pense que la révolution ne doit pas l'être. oui. Non, mais par réenchantement, je parle plutôt au niveau des idées. Oui. Je veux dire par là qu'il y a une certaine catégorie de ce néo-féminisme qui se bat, disons si on peut avoir une vision un peu plus caricaturale, mais contre les hommes et non pas pour le bien-être, si je puis dire, des femmes. Qui a été induit par... J'ai déjà MeToo répondu à ça, et tout pardon, cela. mais je ne m'intéresse pas à ces petites luttes-là microscopiques. Je n'en veux pas, et ça n'est pas du féminisme, c'est du racisme. Voilà, j'ai répondu, c'est fini, j'en parle plus, ça ne m'intéresse pas. Il y a pas de souci. Nous, les vieilles féministes, ce qu'on appelait les hystériques pour dire les historiques, on les appelle les néoconasses. Pas féministes pour dessous, parce qu'elles ne sont pas féministes, elles desservent la cause que nous avons portée. Bonjour. Je suis mal élevée, hein, c'est des gros mots. Bonjour, je vais revenir à vos romans biographiques. Ah, je préfère. Vous aviez dit qu'ils portaient sur des génies, en tout cas sur des gens qui pour vous sont des génies. Oui. Avez-vous décelé des caractéristiques similaires entre eux? Comment est-ce qu'on devient un génie? Comment est-ce qu'on devient Diderot? Et j'aimerais bien vous répondre, hein, je n'ai pas trouvé. Il faut vous lire. Je ne suis pas sûre, mais si ça se dégageait comme ça et qu'on soit sûr que tiens, ça c'est le bon truc, je vous le dirai, mais je n'ai pas trouvé. Il y a quelque chose dont je suis certaine, c'est que ça compte plus que tout ce qu'ils font. C'est quelque chose de l'ordre d'un feu intérieur qui brûle à un moment donné, quand ça s'est déclaré. Parce qu'avant, on ne sait pas qu'on va faire ça. Puis quand on le fait, tout d'un coup, ça s'alimente et ça s'auto-alimente et on ne peut plus faire autrement. Vous voyez Picasso, 90 ans, il est 12 heures par jour, debout, un pinceau à la main. Comment il tient physiquement? Personne ne tient physiquement, il n'y a que lui. Parce qu'il a le feu, ça brûle vraiment. Diderot, c'est pareil. Diderot, il va aller à, je sais pas, 66 ans, à la cour de Catherine de Russie. Il va traverser toutes les steppes, il va verser dans les diligences qui se pètent la gueule. Enfin, comment on a cette folie d'aller apporter sa bibliothèque pour avoir encore de l'argent, pour encore acheter des livres et en écrire? Enfin, c'est... Voilà. Oui, il y a un truc à l'intérieur qui brûle plus fort que tout. Plus fort que... Moi, j'ai vu... Bon, j'étais un peu actrice quand j'étais jeune, j'ai vu plein d'acteurs. Il y a les acteurs dont on sait qu'ils vont devenir acteurs parce qu'ils vont faire passer tout le reste après, ce qu'ils veulent. Et puis il y a les autres qui vont avoir des vies privées, des vies amoureuses, et ça, voilà, et ça va s'effilocher. Donc je pense que c'est de cet ordre-là. Mais j'ai pas de preuves. Merci. Pas assez de statistiques. C'est chaud. Pas trop, mais un peu. J'avais une question. Oui. Vous, avec votre passé et votre engagement qui est le vôtre, pourquoi avoir fait le choix de mettre en lumière certains artistes comme Botticelli ou encore Manet, et ne pas mettre la lumière sur certaines femmes qui sont souvent délaissées pour quelconque raison? Je pense notamment à Poperzetti De Rossi, une sculptrice de la Renaissance qui a participé à la cathédrale de Paul de Bologne, par exemple. Enfin, ma question est la suivante: pourquoi ne pas mettre l'accent sur certaines femmes qui sont délaissées par l'histoire? Alors, je ne peux pas vous répondre de façon politique et idéologique. Je tombe amoureuse. Lippi, je tombe amoureuse. Après, Lippi, il a un élève célèbre, c'est Botticelli. J'enchaîne. Je suis partie dans un mouvement de Renaissance qui m'enchante. Après, je fais Lippi parce qu'on me demande de Vinci. Bon, voilà. Comment vous dire? J'ai une passion de l'enfance pour Diderot. Je ne vais pas me priver de Diderot. Je découvre Fragonard
qui est passionnant comme personne. Enfin, c'est un artiste inouï qui va... Enfin, on lui doit l'impressionnisme d'une certaine façon, donc c'est très, très étonnant. Bref, je m'éprends de gens qui se trouvent être des hommes, mais c'est surtout des artistes. Quand je peux prendre une femme comme Sonia Delaunay, je fonce, tête baissée. Bien sûr. Mais alors, bien sûr, on souffre d'un arriéré de visibilité pour les femmes artistes, tout ça est vrai. Disons, pas ma décharge, mais à charge des éditeurs, c'est quand on leur propose des femmes qu'ils ne connaissent pas, ils disent non, clairement. Bonjour. J'aimerais revenir sur la fabrique des pervers. Oui. Et j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner votre avis sur Freud, vu que vous finissez le prologue en disant que Arthur est le chef de la Horde, et vous en revenez à la fin du roman. Et ça m'a marqué. Pendant tout le roman, j'ai repensé au prologue, et je voulais savoir ce que vous pensez de Freud en général. Ce que je pense de Freud? Oui. Pourquoi moi? Bah écoutez, je pense que c'est un génie, je pense que c'est quelqu'un qui nous a apporté quelque chose d'inestimable, la psychanalyse, dont je ne pense pas qu'on aurait intérêt à se passer, franchement, malgré les techniques rapides, etc. Je pense que c'est très important de faire ce travail-là. Voilà, je pense que c'est en plus un grand écrivain, parce que par rapport à tous les autres psychanalystes, il écrit très bien. Donc vous pensez que le psychanalyste est plus important que le psychologue aujourd'hui? Qu'on oublie un peu le psychanalyste? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je sais pas quel usage on fait des psychologues aujourd'hui. Je ne me rends pas du tout compte. Je ne suis pas du tout dans cet univers où on consulte des psychologues. Même, vu l'âge que j'ai, tous les gens qui devaient faire une psychanalyse autour de moi, ils l'ont déjà fait il y a longtemps. Donc je ne suis plus du tout concernée. Je sais que l'apport de Freud à la pensée, à la philosophie et du coup à l'analyse est indispensable. On n'en fera jamais l'économie. Même si Lacan a essayé un peu, mais... Voilà, pour les psychologues, j'ai rien à dire. Je sais pas. Oui? Ça va pas? C'était qui sinon? Moi, mais Vas-y. non, vas-y. J'ai déjà posé une question. C'est pas grave. D'accord. Bon, rebonjour. Donc, j'ai lu La Passion Lippi, enfin, j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais on arrive vraiment à comprendre sa personnalité. Par exemple, vous parlez du fait qu'il aime pas forcément voyager, et puis il a une relation assez bienveillante avec les femmes autour de lui, etc. Comment vous avez fait pour réussir à capter sa mentalité et sa personnalité? Vous l'avez supposé ou c'est à travers ses œuvres Alors, les deux, évidemment. Quand on s'intéresse de près... Alors moi, mon idée, c'est de me mettre dans les pas. C'est-à-dire, je ne fais pas un cours, je ne suis pas en train de faire une conférence sur Lippi. Je veux vraiment être dans ses pas et comme un Jiminy Cricket, sur son épaule, je vois ce qu'il voit, j'avance avec lui, je découvre son univers. Et je me sers non pas des historiens de l'art, parce que ça, je m'y connais un petit peu, mais des historiens tout court, qui m'éclairent la période. Et du coup, je sais des choses sur son époque. Je sais comment ils sont traités les artisans, qui ne sont pas encore des artistes, loin s'en faut. Je sais toutes ces choses, ce qui me permet de voir le petit Lippi d'Iracome de Médicis. Tu me donnes de quoi ne pas mourir de faim, mais tu ne payes pas mon pinceau, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est-à-dire l'alcool, c'est-à-dire les femmes. Tout ça, c'est induit par la réalité historique. Et il est le premier à faire payer le pinceau, comme on dit maintenant, grâce à lui. Bonjour madame, j'avais une question plus de la littérature. À la lecture de Manet, bon, je ne l'ai pas fini, je l'avoue. Ça finit mal, il meurt. Ça m'a fait penser beaucoup à Marguerite Yourcenar et notamment aux Mémoires d'Adrien. Je vous remercie de ce compliment que je ne mérite pas. Et je voulais savoir si vous étiez inspiré de cet ouvrage. J'ai une grande admiration. La manière dont c'est romancé, Marguerite ce lyrisme Yourcenar. qui est marqué à travers l'œuvre. J'ai une totale admiration pour elle. Je pense que c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle, vraiment. Maintenant, inspiré d'elle, non. Inspiré des Mémoires d'Adrien, plutôt quand j'ai écrit les Mémoires d'Hélène, parce que on était sur la même aventure hellénistique. Mais pas depuis, non, parce que j'ai dévidé ma plotte comme elle a fait la sienne. Mais c'est vrai que je lui arrive pas à la cheville, mais c'est un très grand écrivain.
Il me semble qu'on a évoqué 2 grands moments à travers toutes vos œuvres, la Renaissance et le 18e. Pas beaucoup. Un petit peu quand même, avec Diderot un petit peu. Donc le 18e qu'on présente assez rarement comme le siècle du bonheur, mais dans Fragonard, vous le reliez quand même à ça. hein, Voilà. oui. Mais souvent, on garde Mais l'idée quand de vous allez raison voir et le pas film de forcément... Maïwenn, il y a du bonheur. Je ne l'ai pas encore vu. Bah, il est donc pas je mal. n'en sais hein. rien. Mais j'ai l'intention. Je voulais savoir ce qui nous manque aujourd'hui pour retrouver, vous parliez de feu tout à l'heure, la flamme de cette Renaissance ou de ce 18e rayonnant. Alors, je cherche. Je vais participer à un ouvrage collectif où on essaye de trouver des éléments pour fabriquer une nouvelle Renaissance, un nouvel humanisme, parce qu'on en est vraiment très loin. Donc là, moi, ça m'intéresse beaucoup d'y travailler parce que je ne sais pas avec quoi je vais le nourrir, mais on a cassé l'école, il faut recréer une école qui soit digne de ce nom. On a cassé toutes les grandes institutions qui maintenaient debout quelque chose de l'ordre d'une certaine tenue qui permet de penser. Bon, maintenant, c'est pas dans mes outils, je ne sais pas le faire. Mais oui, un don pour le bonheur, on peut aussi essayer de le développer par l'éducation, par l'étude. Je crois que l'étude rend heureux, par exemple. Et aujourd'hui, en France particulièrement, la valeur travail est décriée. C'est juste un gagne-pain. Or, moi, je pense qu'on est heureux en faisant des choses, et en faisant des choses ensemble. Et la fraternité qui consiste à travailler épaule contre épaule, c'est un lieu de bonheur. On n'a plus transmis ça à nos enfants. Je ne sais pas si vous le transmettez ici, mais ça vaut le coup. Hein. C'est bien. On essaye de le transmettre. Je vais poser une question, je ne sais pas si elle est désobligeante. Je peux toujours y aller. J'ai eu Marguerite Yourcenar il y a 5 minutes, ça va. Oui, c'est bon. Là. Est-ce qu'il y a un de tes livres que tu n'aimes pas? Alors, je suis incapable de répondre à cette question. On aime toujours le dernier parce que c'est le dernier, hein, soyons clairs. J'ai un ami qui est Raoul Vaneigem, qui est un des fondateurs de l'Internationale situationniste, que vous ne devez pas connaître, mais vous devriez connaître. Tous. Lire, tous. Ils connaissent. Très bien. Ah, c'est beau. Donc, Raoul était mon copain, il est toujours, mais il n'est pas en bon état. Et il m'appelle un jour et il me dit, je fais un dictionnaire de citations, est-ce que tu peux me trouver quelques citations? Moi, je fonce dans Diderot, dans Rochefort, dans Garry, dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je lui envoie 50 citations. Et il m'appelle, il me dit, connasse, c'est dans tes livres. Et là, je me retrouve devant une incapacité technique. Je ne peux pas relire mes livres. Donc, j'ai demandé à des copains de chercher des citations de moi dans mes livres que je n'étais pas capable de trouver. Donc, la réponse est... je sais pas. La réponse, c'est que tu connais ton dernier livre et les autres sont Je ne derrière. veux même pas le savoir. D'accord. Bon, alors, autre question, peut-être désobligeante aussi. Vas-y voir. Il y a un paradoxe, là, quand même, je trouve. Tout à l'heure, tu nous fais l'amitié, la grande amitié de venir nous voir. Tout à l'heure, donc c'est le salon du livre de Nice qui commence demain. Tout à l'heure, tu vas faire une conférence. Et tu dédies toute ta vie à l'écriture. C'est ce que tu fais. Oui. Je crois que tu serais incapable d'arrêter d'écrire. On verra. Oui, on verra. Et pourtant, j'ai l'impression, d'après ce que tu as pu dire par ailleurs, que le soleil se couche. Que l'écriture, la littérature, mort, selon oui. toi, c'est fini. C'est mort, oui, c'est mort. Bien sûr que c'est Alors, mort. On vit. Alors, vous êtes des privilégiés parce que vous avez accès à cette culture qui est la nôtre, la tienne, ma génération surtout, ma génération d'après un peu. On allait au cinéma, on allait au théâtre, on allait au musée, on lisait des livres. On avait une vie culturelle intense qui était cette culture-là. Cette culture-là est en train de mourir. Elle est déjà morte, mais on ne le sait pas. On glisse sur notre air comme un bateau qui n'a plus de moteur. Il n'y a plus le moteur. Voilà. Donc ça va, on ferme des salles de cinéma tous les jours, on ferme des théâtres tous les jours, c'est normal. Et on publie des non-livres à foison. D'accord. Et les musées sont vides. Bon, je peux continuer, c'est déprimant, je vais arrêter. Bon, très bien. C'est vrai que c'est déprimant. Hein. Oui, c'est déprimant. Alors, on espère que... on nous tient tranquille. Hein. Vous êtes sages, vous avez Netflix, vous regardez chacun un film sur un écran tous les jours, c'est bien. Gavé. Vous êtes gavés. On est gavés. Peut-être qu'il y a des gamins dans un coin, géniaux, inventifs, formidables, qui sont en train de réfléchir, de travailler à l'invention d'une nouvelle culture collective. Je dis bien collective. Parce que si on ne le fait pas ensemble, on ne le fait pas du tout. D'accord. C'est un rêve, peut-être.
Bon, alors, justement, à propos de ce collectif, est-ce que j'ai pas vu ton nom dans une tribune comme récemment, comme d'écrivains à propos de l'engagement J'ai signé pour au Salman quotidien. Rushdie l'année dernière. Ah, bah alors, Faut tu vois, déconner, c'est vrai, c'est ma faute, c'est ma faute. Est-ce que, justement, tu as à cœur de faire ça, c'est-à-dire de participer comme ça à la vie publique, J'ai politique été ou pas militante toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été une militante. Chaque fois qu'on se retrouvait, c'était au moins une fois par semaine, sinon 2. Il y avait des pétoches, on appelait ça des pétoches, tellement on était familier avec les pétitions qui circulaient, on les signait sans les lire. J'ai fait ça 30 ans de ma vie. À quoi ça a servi? On n'a pas fait tomber le mur de Berlin non plus. Hein. Et pourtant, Dieu sait qu'on a aidé les dissidents. J'écoutais Milan Kundera ce matin dans ma radio. Il s'est tiré. Hein. Il s'est tiré. On ne pouvait pas faire autrement que se tirer de façon individuelle. C'était... Voilà, on a essayé. On a raté, on a essayé de changer le monde. C'est pas tellement réussi. Pas de quoi être très fier de ce qu'on a fait. Tu trouves? Oui, je trouve. Ouais, Pas très fier de nous. On a beaucoup milité, on s'est beaucoup battu. J'ai assisté à une réunion, 40 ou 50 ans de mai 68, on était tous à l'Odéon, ils y étaient tous. Et je vois Serge Julie qui dit, on a tout raté en 68, on a vraiment tout raté. Il y a un truc qu'on a réussi, Serge Julie, un truc qu'on a réussi. Serge Julie, c'était le patron de Libé. C'est le féminisme. Hein? Il était contre. Il était vraiment contre. Et on se retrouve avec un mec qui a le pouvoir, comme ça, de la parole, et qui récupère notre féminisme. C'est pour ça qu'on a décidé de le fêter nous-mêmes, parce qu'on ne va pas lui laisser. La seule chose qui aurait été pas ratée, ce serait le féminisme. Moi, je dis à l'écologie, j'étais fondatrice des Amis de la Terre, on a bien bossé, même si pendant 50 ans, personne ne nous a écoutés. Moi, j'ai milité 50 ans pour rien. Le résultat, c'est cette société-là que je conchis. Bon, ça me laisse une conclusion difficile à faire, si ce n'est que c'est à vous maintenant. C'est à vous d'essayer bah de, oui, c'est et de, vous. et de je rater. suis là que pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez essayer de rattraper le coup. Mal barré. Hein. C'est mal barré. Si, ils sont très talentueux, ils vont réussir certaines choses peut-être. C'est un bon prof de philo, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, jeunes gens? Non, alors je voudrais qu'on dise merci beaucoup à Sophie Chauveau qui nous a rejoints. C'était un plaisir.